Et bienvenue dans cette revue de presse sur Medscape. Je vais traiter aujourd'hui de 4 articles, 3 en rythmologie et 2 qui portent sur l'insuffisance cardiaque. Et un qui porte sur l'insuffisance cardiaque. Donc, le premier, c'est une question de pratique, puisque souvent la pose des simulateurs cardiaques est faite chez des patients à jeun, comme la plupart des procédures interventionnelles. Et là, il y a une étude qui vient d'être publiée dans EuroPace, qui s'appelle FAST-CAD, qui randomisait des patients qui devaient avoir la pose d'un stimulateur cardiaque entre 2 stratégies. Une stratégie où ils n'étaient pas à jeun, en fait, ils ne mangeaient pas et ne buvaient pas dans l'heure précédant la procédure. Et une procédure où ils étaient à jeun, c'est qu'ils ne mangeaient pas d'aliments solides dans les 6 heures et d'aliments liquides dans les 2 heures. Ils ont évalué 2 critères primaires de jugement. Un premier critère, c'est un score de bien-être qui a été évalué sur une échelle de 0 à 10 avec différents critères pour déterminer ce score. Et un deuxième critère de jugement qui inclut toutes les complications qui peuvent être liées au fait qu'ils aient mangé un peu trop tôt. Par exemple, les vomissements, le fait qu'ils aient inhalé, le fait qu'il peut y avoir une intubation en urgence, le fait qu'il y ait des éléments qui compliquent la procédure. Et ils ont fait un suivi de 30 jours. Alors, c'est pas une énorme étude, il y a 200 patients, donc environ une centaine de patients dans chaque groupe. C'est des patients globalement jeunes, jeunes pour le pacemaker, c'est-à-dire 70 ans d'âge moyen. Bon, globalement, ça correspond à une stratégie usuelle. Et les résultats, c'est comme on pouvait s'y attendre, le bien-être est meilleur si vous n'êtes pas à jeun que vous êtes à jeun. Et 2, il n'y a pas été noté aucune complication liée à l'alimentation ou toute anomalie. Il n'a pas été noté de complications liées à l'alimentation lors de la procédure et pas de différence entre les 2 groupes à 30 jours. Donc, en gros, cela nous encourage à faire plus de procédures sans vraiment les laisser à jeun et vraiment limiter cette période de jeûne, finalement, pour ces procédures sous-locales à uniquement 1 heure. Ensuite, 2 études qui s'intéressent à l'ablation de tachycardie ventriculaire. La première est publiée par une équipe asiatique dans Circulation qui s'appelle POSE-SCD. Et dans cette étude, ils sont intéressés à finalement l'ablation de TV de manière concomitante à la pose du défibrillateur. C'est des patients qui ont une tachycardie ventriculaire dans le cas d'une cardiomyopathie dilatée ou ischémique. Et à l'occasion, on décide de les implanter parce qu'ils ont fait une tachycardie ventriculaire, on leur a fait ou pas l'ablation. Alors, c'était essentiellement c'était réparti entre un tiers de cardiopathie ischémique, un tiers de cardiopathie ischémique et un tiers de cardiomyopathie arythmogène. Et les patients étaient implantés du défibrillateur et 2 jours plus tard, ils avaient leur ablation. Le critère de jugement, c'était un critère qui incluait les récurrences de TV, les hospitalisations cardiovasculaires et les décès. Le résultat, c'est que le critère était diminué de manière significative dans le groupe ablation et ce qui diminuait en fait, c'était les récurrences de TV et les chocs par le défibrillateur. À noter cependant qu'il y avait un taux de complication dans le groupe ablation d'environ 8%. Troisième étude, c'est une étude également qui s'intéresse à l'ablation de TV par l'équipe de Paolo Della Bella et qui est publiée également dans Circulation, qui s'appelle Partita. Et cette fois-ci, elle s'intéresse au timing de l'ablation tachycardie ventriculaire chez les patients qui ont déjà un défibrillateur et savoir est-ce qu'on les ablate une fois qu'ils font leur premier choc approprié. Alors, pour faire cette étude, ils ont inclus 517 patients dans une phase A, c'est-à-dire c'est des patients qui avaient un défibrillateur, et puis 30% d'entre eux, au cours du suivi, ont fait une tachycardie ventriculaire, dont 11%, finalement 56 patients, ont eu un choc approprié. Ces patients-là ont été inclus dans la phase B. Il y a eu 47 des 56 patients ont été inclus dans la phase B, et ils ont été randomisés entre ablation au moment de la tachycardie ventriculaire et le groupe traitement médical. Sachant que dans le groupe traitement médical, ils n'ont pas autorisé la mise de sodium-iodérone, donc en gros, on peut dire qu'ils n'avaient pas de modification des traitements. Résultat des courses, dans le groupe ablation, il y a eu 0 décès, dans le groupe contrôle, il y a eu 8 décès.
Et puis, il y a eu un cas d'aggravation de l'insuffisance cardiaque dans le groupe ablation et 4 dans le groupe contrôle, et moins de choc dans le groupe ablation, 9% versus 42% dans le groupe contrôle. L'idée de cette étude, c'est que les auteurs plaident pour considérer l'ablation de TV de manière plus précoce. Et puis la quatrième étude, qui est une étude qui s'intéresse au traitement de l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection réduite, qui a été publiée dans l'European Heart Journal, dans l'édition du 14 juin. Ils sont intéressés sur un registre incluant près de 8500 patients dans le monde, finalement au traitement que reçoivent les patients après une sortie d'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque aiguë dans 44 pays. C'est l'étude Report HF. Et résultat des courses, il retrouvait que uniquement 37% des sujets recevaient les 3 classes, c'est-à-dire un IEC, un bêta-bloquant et un inhibiteur de récepteurs de l'aldostérone. Donc, c'est très, très faible. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, c'est que la vraie vie, ce n'est pas aussi bien que ce qui est mis dans les recommandations. Et deuxième résultat qui est retrouvé, c'est que plus les pays qui participaient avaient un faible niveau économique et plus ce taux était plus faible. Et donc, l'idée, c'est de dire il faut améliorer, bien sûr, il faut continuer la communication sur les recommandations et également améliorer l'accès à ces différents thérapeutiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, cette revue de presse, et je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt sur Medscape.